En Afrique, le marché des brasseries, terre à terre le marché de la bière, a une taille estimée à plus de 20 milliards de dollars, soit environ 12 000 milliards de francs CFA. Une cagnotte légendaire qui bénéficie en majorité, en grande partie, à 3 entreprises. Diageo en Angleterre, Castel en France et Heineken aux Pays-Bas. Sauf erreur de ma part, aucun de ces pays n'est en Afrique. Sauf erreur. Donc là, on est dans une situation où on boit trop au point d'en perdre nos capacités à travailler. Et en plus de cela, les bénéfices liés à cette consommation profitent à des pays, à des entreprises étrangères. Donc on est 2 fois perdant. Au Cameroun, on a une expression, boire son cerveau. C'est-à-dire tu as bu, tellement bu, trop bu, au point de boire ton cerveau. Est-ce que vous comprenez un petit peu la métaphore? Eh bien, je pense que tous les Africains, sinon la majorité, ont bu leur cerveau. « 2025 est une année électorale en Afrique pour au moins 6 pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Malawi, la Tanzanie et les Seychelles. Voter est un droit, mais surtout un devoir. Et cela est d'autant plus valable pour la jeunesse consciente et africaine à laquelle je m'adresse sur cette chaîne. Donc, cessons avec les excuses. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, ça ne sert à rien, etc., etc. Allons nous inscrire sur la liste électorale et préparons-nous à voter pour le candidat qui nous inspire. Car celui ou celle qui ne vote pas n'est qu'un locataire dans sa propre vie. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le Point Éco Afrique et dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Alors aujourd'hui, on parle du secteur brassicole en Afrique. Qui en sont les principaux acteurs? Qui en sont les principaux bénéficiaires? Quels sont les impacts directs sur l'économie africaine? On en parle aujourd'hui. Et pour cela, comme à l'accoutumée, on va s'aider d'un article de Jeune d'Afrique sur le sujet que je vais prendre la peine de lire en 2 minutes. Et après ça, on revient pour le débrief. Donc restez juste 2 minutes, le temps de la lecture, rapidement. Diageo, Castel et Heineken. Le marché de la bière poursuit sa recomposition. En rachetant la filiale ghanéenne de Diageo, le groupe fondé par Pierre Castel va en chasse sur le terrain anglophone face à Heineken. Bon, Diageo, c'est le groupe propriétaire de la célèbre marque de bière Guinness, pour ceux qui l'ignoraient. En rachetant la participation de 80% de Diageo dans Guinness Ghana, le français Castel, leader de la bière en Afrique francophone, ajoute le marché ghanéen à son portefeuille. Une percée en terrain anglophone qui consolide sa présence sur le continent. Conclue le 28 janvier pour un montant de 81 millions de dollars, l'opération permet au groupe français d'acquérir 2 sites de production au Ghana. L'acquisition de Guinness Ghana, dont les bières sont produites majoritairement à base d'ingrédients locaux tels que le sorgho, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement des filières agricoles des territoires dans lesquels nous sommes implantés, a fait valoir le groupe français dans un communiqué. Suivez mon regard. Avec cette transaction, Diageo, qui a réalisé 9% de son chiffre d'affaires en Afrique, soit 20,3 milliards de dollars, confirme son retrait d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. La cession au Ghana intervient après la sortie en 2022 du Cameroun au profit du Castel. Le groupe britannique conserve toutefois ses unités de production en Afrique de l'Est, où il reste indirectement présent sur 34 marchés africains. Pour Castel, leader en zone francophone, il s'agit de continuer à pousser ses pions en terrain anglophone. Le groupe, qui a réalisé 80% de son chiffre d'affaires sur le continent en 2022, soit près de 5 milliards d'euros, a amorcé ce mouvement en rachetant en 2022 la filiale éthiopienne de Diageo, en réponse à l'offensive menée par Heineken sur un marché de taille et en croissance. Est-ce que vous entendez un petit peu les sommes qui sont évoquées dans cet article? Bon, on y reviendra plus tard. Entre concurrence et associations, Heineken, Diageo et Castel assurent la quasi-totalité de la production de bière sur le continent, aucun acteur local n'arrivant à s'imposer face à ces mastodontes. Bon, on va s'arrêter là. Mais avant de partir, je propose qu'on voit ensemble comment est-ce que les brasseurs internationaux se partagent le marché africain. Donc là, vous verrez une petite image. Donc en vert, vous avez les pays dans lesquels un seul brasseur parmi les 3 qui ont été cités a le monopole. En bleu, on a les pays dans lesquels un des brasseurs a le quasi-monopole et les autres le suivent. Et en bleu,
on a les pays dans lesquels le monopole est partagé entre ces acteurs-là. Après, en jaune, on a les pays dans lesquels quelques brasseurs locaux arrivent à émerger. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit clairement que ces 3 brasseurs ont le quasi-monopole sur toute l'Afrique. Il n'y a que 2 pays dans lesquels les brasseurs locaux arrivent à émerger de façon assez importante. Et après, le reste, c'est les pays qui ne consomment pas beaucoup de bière. On voit que c'est des pays d'Afrique du Nord ou encore du Sahel. Donc, pour tout le reste des pays, soit plus de 40 pays, le monopole en termes d'industrie brassicole est détenu par 3 brasseurs étrangers. Donc là, que vous inspire cet article? Moi, pour ma part, j'ai 2 sujets. Le premier sujet, c'est que l'alcool est un fléau qu'il faut totalement éradiquer en Afrique. Le deuxième sujet, c'est que les pays africains doivent sortir de la prise en otage orchestrée par les multinationales occidentales. Concernant le premier sujet, honnêtement, je vais faire une fuite en avant là-dessus parce qu'il s'agit d'un problème sociétal, voire culturel, certes, mais étroitement lié à la conjoncture politico-économique de l'Afrique. En clair, l'Africain boit pour noyer ses soucis, tout simplement. L'Africain boit pour noyer ses soucis, mais je ne peux pas passer dessus sans dire que l'alcool, comme tout autre stupéfiant d'ailleurs, et là je parle individuellement à tout un chacun, je ne parle pas en général, l'alcool a pour conséquence directe de détruire ta gestion financière quotidienne, ça c'est la conséquence directe, mais à moyen terme, ça t'empêche de réaliser tout projet, quel qu'il soit. Parce que pour réaliser un projet important, un projet dimensionnant, un projet capital, ça demande d'être concentré de façon perpétuelle. Même lorsqu'on travaille, on doit être concentré. Donc, on ne se distrait pas avec n'importe quoi. Donc, ces affaires de dire qu'on va aller au bar, prendre 1 bière, 2 bières, 3 bières, 6 bières pour se distraire parce qu'on ne travaille pas, il faut savoir que ça nuit forcément à la réalisation de tes projets. On en parlera peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais pas là. Ici, j'ai envie d'insister sur le deuxième sujet qui me tient particulièrement à cœur. Celui de la prise en otage de l'économie africaine par les entreprises, par les multinationales occidentales. Je vois déjà ceux qui disent que les Africains aiment bien trouver des boucs émissaires pour leurs problèmes. Je les vois déjà venir. Et donc, je vais commencer par une petite genèse. Aujourd'hui, je vais commencer par une genèse. Vous savez, après la vague de décolonisation dans les années 60, l'Afrique a connu une grosse phase, une grosse période d'instabilité politico-économique. Et pendant ces années, les entreprises publiques, qui constituent le plus gros du tissu économique, se sont surendettées du fait de la gestion brusque de leurs affaires. Et donc, la Banque mondiale est apparue soudainement comme ça par hasard, on ne sait pas d'où, pour proposer aux pays africains un plan de restructuration. Plan de restructuration qui constituait à privatiser en masse les entreprises publiques africaines. Et tenez-vous bien, cette privatisation, cette campagne de privatisation massive bénéficiait en premier lieu aux entreprises étrangères, principalement les ex-colonisateurs. Donc, en lieu et place d'un appel d'offres, on avait plutôt un gré à gré qui octroyait comme ça à ces investisseurs étrangers la primeur sur ces offres de marché, sur ces entreprises publiques désormais privatisées. Et c'est comme ça que les multinationales ont pris le contrôle des économies africaines au travers de secteurs clés comme la télécommunication, le transport, notamment maritime, l'énergie, l'agro-industrie, etc., etc. Et ça ne s'arrête pas là. On va parler du franc CFA maintenant rapidement. Parce qu'à cette époque, en même temps, il y avait un gros lobbying pour le maintien de la parité fixe entre l'euro et le franc CFA, soit disons pour assurer la stabilité du franc CFA faible. Ça, c'était la raison primordiale qui a été mise en avant. Sauf que derrière, il y avait des ambitions plus vicieuses, celle de pouvoir faciliter les transferts de capitaux entre l'Afrique et l'Occident, permettait ainsi aux multinationales de pouvoir rapatrier leurs bénéfices plus facilement vers leur maison mère dans leur pays d'origine. Et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Cela dit maintenant, revenons au cas des brasseries qui nous intéressent aujourd'hui. Vous savez, beaucoup d'entrepreneurs africains ont essayé, pas de concurrencer, pas de rivaliser directement avec ces grands groupes-là, ces géants de l'industrie, géants de façon déloyale, mais au moins de gratter quelque part de marché. Beaucoup d'entrepreneurs africains ont essayé et ils ont tous échoué. Si vous avez suivi la série de vidéos que j'ai faite il y a un moment
sur les industriels, les grands capitaines d'industrie africaine, vous aurez certainement vu le passage dans lequel Feu Pascal Monkam, en ce qui concerne le Cameroun, disait qu'ils ont tous essayé de rivaliser avec les brasseries SABC, groupe Castel, et tous échoué. Ils ont tous chuté à un moment donné, sauf le groupe Kadji, qui, tant bien que mal, a réussi à gratter quelque part le marché et se positionner parmi le deuxième leader de l'industrie actuellement au Cameroun. C'est vous dire à quel point ces multinationales font la loi sur le secteur économique en Afrique. Vous savez, pour rester sur l'industrie brassicole, le plus dur dans cette industrie, ce n'est pas de produire, ce n'est pas de fabriquer les produits, mais c'est de les vendre. Pour les vendre, il faut conquérir le marché. Et conquérir le marché, ça demande énormément de fonds, surtout lorsqu'on est concurrent. Est-ce que vous voyez la taille gigantesque que les campagnes marketing qui sont faites par ces grands groupes-là, Castel, Guinness et consorts? Vous pensez qu'on se lève un beau matin en tant que brasseur du quartier qui a sa petite usine de, je sais pas, 1 hectare pour venir rivaliser avec ce genre de grands groupes? Non. Et le comble de tout ça, c'est que ces entreprises-là, pour pouvoir atteindre cette taille, atteindre ce niveau d'influence, pour pouvoir faire des campagnes marketing, pour rester dessus, financées à plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, elles bénéficient de financements déloyaux de leur pays d'origine. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe au travers d'entités, au travers de structures comme la Propaco par exemple, qui à la base sont implantées par la France dans les pays africains. Pour le cas de cette structure-là, c'est pour ça que j'évoque la France, donc implantées dans les pays africains pour, soi-disant, accélérer le développement des entreprises en voie de développement des petites entreprises. Mais dans les faits, aucun financement n'est octroyé à ces entreprises-là, sinon très peu. Célestin Tawamba, président du GECAM Cameroun, en parlait également dans une autre vidéo qui a été publiée sur cette chaîne. Aucun financement n'est accordé à des entreprises locales et tout va vers les multinationales françaises. Donc là, on comprend très rapidement que ces groupes-là, ces structures comme la Propaco, ne sont que des délocalisations de l'État économique français. Donc, pour tous ceux qui disent qu'il ne faut jamais, qu'il ne faut pas trouver les boucs émissaires et se lever et travailler, comment est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur, fût-il hargneux, fût-il rigoureux, fût-il résilient, puisse rivaliser avec de tels mastodontes, puisse éclore au point de devenir un champion dans son domaine? Comment est-ce que cela est possible? Donc je pense que clairement, le politique doit s'y mêler. Le politique doit intervenir pour déjà rompre avec tous les partenariats, tous les accords d'échanges commerciaux léonins qui ont été établis à l'époque. Et après cela, clairement réorienter le marché en faveur des locaux. Tous les États font cela. Mais bizarrement, en Afrique, c'est considéré comme un aveu de faiblesse. Donc là, mon point de vue sur le sujet, quel est le vôtre, qu'en pensez-vous? Je tiens à préciser que là n'est pas une cabale contre les groupes étrangers qui ont été cités dans cette vidéo. C'est juste des exemples qui ont été pris pour parler d'un sujet plus général. Donc là, je vous donne rendez-vous en commentaire pour le débrief de cette vidéo-ci. Et d'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.